Tous les samedis, de 9h à 10h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. À la une d'actualité de ce samedi matin, nous parlerons de la pollution de l'air. Donc, nous serons ce matin avec le docteur David Kazoua qui nous parlera des pics de pollution que nous avons connus l'hiver qui s'achève dans la capitale des Gaules. La Lozère s'invite à Lyon ce matin donc depuis hier et jusqu'à demain. Des produits emblématiques de la Lozère sont exposés à Place Carnot. Nous serons autour sur cette place pour voir ce que la Lozère présente de mieux à la capitale des Gaules avec notre jeune stagiaire Marie de Monterneau. Festival Eurovision, la lyonnaise Alma représente la France en finale ce samedi. Voilà pour le sommaire, le développement de toutes ces informations et bien d'autres dans quelques instants. 7 jours à Lyon, tous les samedis de 9h à 10h. Le dernier hiver a marqué donc à Lyon des pics de pollution. Il est arrivé donc où la préfecture de Lyon a pris la décision de demander aux automobilistes de rouler avec la plaque alternée, ce qui semble quelque chose de fort préoccupant. Pour en savoir un tout petit peu plus, ce matin, nous sommes avec le docteur David Kazoua. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez tenu une conférence à Lyon il y a cela quelques semaines. En résumé, de quoi s'agissait-il? En fait, il s'agissait de présenter tout ce qui était autour de la qualité de l'air et de la pollution de l'air, à la fois de la pollution de l'air extérieur et puis de la pollution de l'air intérieur. Donc en fait, globalement, il s'agissait de présenter les différents polluants qui existaient, qui pouvaient être émis à la fois donc encore une fois dans l'air extérieur et dans l'air intérieur, l'ozone, les oxydes d'azote, les particules fines, les composés organiques volatiles. Voilà, tout ça. Il s'agissait donc de présenter un petit peu tous ces éléments-là et de donner des clés aux différents auditeurs, au public, pour qu'ils puissent comprendre les enjeux de la qualité de l'air en France et dans le monde. Dites-nous, docteur, aujourd'hui, est-ce que c'est nouveau tout cela? Est-ce que cette pollution est nouvelle? Évidemment non, elle n'est pas nouvelle. Après, c'est vrai que depuis la révolution industrielle et l'impact de l'homme dû aux industries et aux déplacements de plus en plus nombreux, effectivement, cette pollution a cru au fil des ans. Pourquoi aujourd'hui, on en arrive à demander qu'il y ait des plaques alternées? Ça, c'est très intéressant. Au final, on se rend compte que les pics de pollution sont des phénomènes qui sont dus principalement au transport. Dans les villes, on constate que ces pics de pollution arrivent à des périodes assez régulières. Notamment l'été, on a ces fameux pics d'ozone, et puis l'hiver, on a ces pics de pollution en particules fines. Et donc, il s'agit pour les villes d'enjeux environnementaux et sanitaires. Donc, la question qui se pose, c'est comment réguler finalement cette pollution. Et du coup, l'alternance des plaques paires et impaires pour la circulation peut être une solution, mais c'est pas la seule, puisque on voit à Paris qu'on a mis en place ce qu'on appelle une zone de circulation restreinte, une ZCR, où au final on est obligé de porter aujourd'hui, d'apposer sur notre pare-brise une vignette qui indique finalement le niveau de pollution qu'émet notre véhicule quand on se déplace. Docteur Kazoua, dites-nous, sincèrement, quand on parle de particules fines, ça vous dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dans l'air? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air que nous respirons à ces moments-là? Alors, c'est pas compliqué, les particules fines, c'est ni plus ni moins que des poussières. Ensuite, ces poussières, elles peuvent être de différentes tailles. Donc, effectivement, plus elles sont petites, plus elles vont pénétrer profondément dans nos bronches et donc fragiliser tout notre système de santé, puisque en fragilisant nos bronches, on va augmenter le risque de bronchite, le risque de maladies respiratoires. Et puis, en termes de composition aussi, on a des particules fines qui ont une composition plutôt inorganique ou plutôt organique. Et là, on risque de retrouver dans ces particules, par exemple, des composés
très toxiques, voire cancérigènes, comme des hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc ce qu'on appelle les HAP, voilà, qui sont bien connus pour être cancérigènes. Marie de Monterno. Oui, bonjour. Docteur, que j'étais à la conférence la semaine dernière, vous avez parlé des pluies acides. Qu'est-ce que les pluies acides? Alors les pluies acides, il faudrait remonter un petit peu à une réaction chimique qui est bien connue des gens qui travaillent dans le domaine. Cette réaction chimique, c'est ni plus ni moins que la réaction des oxydes d'azote ou des oxydes de soufre, qui sont émis notamment dans tout ce qui est phénomène de transport. Et à partir du moment où on brûle un composé qui contient de l'azote ou un composé qui contient du soufre, on va émettre des oxydes d'azote ou des oxydes de soufre. Et ces oxydes d'azote et ces oxydes de soufre peuvent réagir de façon photochimique pour créer de l'ozone. Et cet ozone, lorsque vous avez des phénomènes de précipitation, l'eau va réagir avec l'ozone et à son tour pour former ce qu'on appelle le radical OH-. Donc c'est un petit peu compliqué, là j'en appelle à la chimie pour le coup. Mais ce radical OH- va à son tour réagir avec les oxydes d'azote et les oxydes de soufre pour former ce qu'on appelle les pluies acides. Voilà, tout simplement. Docteur, dites-nous, aujourd'hui quand on parle de pollution, on demande aux automobilistes à ce moment de rouler avec les plaques paires ou impaires. Mais cependant, est-ce que ce sont les automobiles, ces véhicules-là qui polluent le plus? Comment dire? Par rapport à l'industrie? Ah, par rapport à l'industrie, non, c'est sûr que de toute façon, tout ça rentre dans le cadre des politiques publiques globales. Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres restrictions, d'autres décrets qui sont pris pour les entreprises. Les entreprises sont tenues de mesurer les composés, notamment les composés organiques volatiles qu'ils émettent. Donc ensuite, c'est à tout à chacun de faire un effort, et notamment pour les automobiles. On se rend bien compte que lors de phénomènes de pic de pollution, lorsqu'on réduit notre vitesse, lorsqu'on réduit la présence des véhicules les plus polluants, finalement la pollution recule. Marie de Monterno. Oui, donc vous avez parlé par rapport donc aux pluies acides et aussi par rapport au soleil, donc que ça réfléchissait que ça réfléchissait le fait qu'il y ait plus de pollution sur nos routes. Alors quel est le temps parfait pour ne pas avoir beaucoup de pollution lors des pics de pollution? Oui, en fait, ce que j'essaie d'expliquer à cette fameuse conférence, c'est que l'ozone auquel on est le plus exposé, l'ozone troposphérique, donc dans les basses couches de l'atmosphère, en fait, cet ozone, en grande majorité, il provient de réactions avec des polluants atmosphériques. Et ces réactions avec les polluants atmosphériques, notamment les oxydes d'azote, les oxydes de soufre ou les composés organiques volatiles, cette réaction est initiée par la lumière. Ce sont des réactions dites photochimiques. Donc effectivement, plus on a un ensoleillement fort, plus on aura de production d'ozone due à l'émission de ces composés émis lors de combustions diverses. Donc les oxydes d'azote, encore une fois, les oxydes de soufre et les composés organiques volatiles. Donc oui, quand nous sommes en période estivale, on a beaucoup d'ensoleillement et donc beaucoup d'ozone produit par l'homme et par la pollution anthropique. Après, effectivement, quand il pleut et qu'on a des grosses quantités d'ozone dans l'atmosphère, effectivement, comme on en a dit tout à l'heure, du coup, on va produire ce qu'on appelle les pluies acides. Alors, quel est le temps parfait? Je sais pas, je pourrais pas répondre à cette question. 7 jours à Lyon, le magazine de l'actualité lyonnaise. Pour ceux et celles qui se joignent à nous à ce moment, nous sommes avec le docteur David Kazoua, il est ingénieur d'études et formateur en chimie analytique. Dites-nous, docteur, quand on parle de pollution de l'intérieur, aujourd'hui, ceux qui nous écoutent aimeraient savoir quels sont les comportements, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour polluer le moins. Quelles sont les attitudes qu'il faudrait éviter le plus? On est à l'intérieur, hein. À l'intérieur surtout. En intérieur. Ben, en fait, il faut comprendre que les environnements confinés, en fait, le gros problème, c'est qu'une fois que la pollution est rentrée, d'une façon ou d'une autre, il faut qu'elle ressorte. Voilà. Donc, le meilleur conseil à donner aux gens, c'est que pour diminuer cette pollution de l'air intérieur, il faut aérer régulièrement nos maisons. Alors, je sais plus, je vais te dire un chiffre que j'ai lu une fois, il me semble, c'était aérer 10 à 15 minutes le matin nos différentes pièces. Ça, c'est très bon. Après, c'est vrai qu'il faut éviter d'utiliser trop de bougies, par exemple les bougies parfumées, de fumer à l'intérieur des maisons, ça c'est sûr, il faut éviter. Et puis après, c'est vrai que il faut bien comprendre aussi que les nouveaux
nouvelles maisons sont de mieux en mieux isolées. Et que du coup, une fois que la pollution est rentrée, là, il n'y a vraiment pas 36 solutions. Si les appartements sont trop bien isolés, il faut vraiment ouvrir les appartements régulièrement, ouvrir les fenêtres le matin et pourquoi pas le soir. Est-ce que cela est suffisant pour être à l'abri de cette pollution qui semble de plus en plus grandissante? Oui, alors faut pas non plus dramatiser les choses. C'est vrai que la pollution de l'air extérieur et la pollution de l'air intérieur, ça représente... il y a quand même pas mal de décès qui sont liés à cette pollution-là par an. Je crois que c'est 48 000 décès par an en France. C'est vrai que ça représente, je crois, une personne sur 12, une personne sur 9. Un décès sur 12 ou un décès sur 9. Mais il faut pas non plus dramatiser, on va pas non plus s'arrêter de vivre, surtout à l'intérieur de nos maisons. Encore une fois, le fait d'aérer, c'est déjà une bonne chose. Après, éviter aussi de surnettoyer l'intérieur de nos appartements avec des produits ménagers qui contiennent énormément de COV. Par exemple, le limonène. Le limonène, c'est pas un COV très dangereux en soi, parce qu'on en a ce fameux limonène, on en a dans tous les agrumes. Dès que vous avez du pamplemousse chez vous, des oranges, vous avez forcément du limonène qui sera émis. Par contre, le problème, c'est de nettoyer trop régulièrement nos intérieurs et de laisser cette pollution s'accumuler sans jamais aérer. Voilà. Mais après, encore une fois, on va pas s'arrêter de vivre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Au plaisir de vous retrouver prochainement. 7 jours à Lyon. La semaine dernière, on vous parlait de baguette à bicyclette, ce nouveau concept qui consiste à recevoir chez soi le matin des viennoiseries et du pain. Ce matin, nous allons à la découverte du Food Factory et nous sommes avec Fanny Whitbrock. Bonjour Fanny. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Une innovation à Lyon, Food Factory, coworking. On parle de coworking culinaire. C'est quoi? C'est des gens qui se mettent ensemble pour manger chaque jour? Non, c'est pas tout à fait ça. Donc c'est un coworking, comme il en existe beaucoup à Lyon maintenant, c'est-à-dire que c'est des bureaux que l'on partage entre plusieurs sociétés ou plusieurs structures indépendantes, oui. Et dans lesquelles on se retrouve pour partager donc, des bureaux, notre activité. La spécificité de la Food Factory, c'est qu'on travaille tous dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc il y a des agences de communication spécialisées dans l'agroalimentaire, il y a des designers culinaires, il y a des agents de chefs, il y a des gens qui travaillent dans l'import-export, dans le vin, dans les produits de la mer. Il y a plein de métiers différents qui sont tous tournés autour du thème de la cuisine, de la gastronomie et de l'alimentaire. Comment est né ce concept ? Alors, il est né de Quentin Caillot et Stéphanie Gouna, qui sont les associés de Geek & Food. C'est la société, l'agence de communication qui est à l'origine de la Food Factory. Et il est né de par leurs besoins d'entrepreneurs. Ils ont créé leur boîte il y a maintenant 4 ans et ils avaient besoin de trouver des bureaux et envie de partager ces bureaux avec d'autres pour pas se retrouver tout seul, pour bénéficier de la synergie que peut apporter Sont-ils lyonnais, de travailler à plusieurs. Sont-ils lyonnais ces deux-là ? Oui, ils sont lyonnais, de cœur d'esprit. Stéphanie, elle est croix-roussienne depuis toujours et Quentin, il est lyonnais également. Et comment se vit une journée de coworking culinaire ? Alors, il y a toute une partie du temps où bien sûr chacun fait son travail, où on est derrière nos bureaux, on passe beaucoup d'appels et voilà, notre quotidien se passe quand même la plupart du temps derrière un ordinateur, mais étant donné le fait qu'on partage tous la même passion pour la nourriture, il faut dire qu'on passe une partie de notre temps aussi à se faire découvrir des nouveaux produits ou à partager des repas ou à s'inventer de bonnes occasions pour pouvoir manger tous ensemble. Je veux comprendre.
Vous, vous cuisinez ou alors le repas arrive chez vous? Comment ça marche concrètement? Alors, en fait, nous, on travaille autour du monde de la cuisine, mais l'essence même de notre travail, c'est pas toujours d'être dans la cuisine. Ça veut dire que dans le coworking qui se trouve au 21 rue d'Algérie, il y a pas de, enfin, il y a une petite kitchenette pour qu'on puisse se préparer à manger pour nous, mais nous, on travaille dans la communication, c'est-à-dire que on fait de la photo culinaire, on écrit d'accord. des En recettes. fait, Fanny, alors c'est pas vous qui faites à manger, c'est pas vous. C'est ça, c'est pas moi qui fais à manger. Il y a dans le monde de l'alimentaire, il y a beaucoup d'autres métiers que celui de cuisinier en fait. Donc vous expliquez que votre boulot, votre travail consiste précisément à quoi? Alors, moi, personnellement, je me suis occupée de créer le coworking et de l'animer. C'est-à-dire que moi, je m'occupe de faire en sorte que tout le monde puisse faire son boulot et donc je passe les commandes, je reçois les gens, je réponds au téléphone, je gère le quotidien des bureaux en fait. Je m'occupe du fait que tout le monde puisse faire son travail tranquillement. Voilà. Et ça consiste pas à faire la cuisine du coup. Une question de Marie de Monterno. Oui, bonjour. Bonjour. Combien d'entreprises se trouvent à l'intérieur de la Food Factory? Alors, aujourd'hui, on a 18 coworkers à la Food Factory et ça correspond à 7 sociétés différentes. Comment s'organise le travail? Donnez-nous une journée type en fait du travail dans le coworking de la restauration. Alors, c'est très différent en fonction des différentes sociétés qui travaillent à la Food Factory. Chez Geek & Food, nos journées types, ressemblent à... nous, on travaille beaucoup dans le social media, donc le matin, on va sur les pages Facebook qu'on tient pour nos marques, et puis on va vérifier que tout se passe bien, on interagit avec les communautés, donc on travaille pour des marques comme Panzani, Lustu Cru, KFC, Garofalo, toutes ces marques que vous pouvez retrouver dans des restaurants, dans des supermarchés, et on les aide dans leur communication. Donc soit sur le web et sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram. Et après, il y a aussi une petite partie de notre activité, là je vais vous faire plaisir, qui se passe en cuisine. Ça veut dire qu'on écrit des recettes. Et on fait de la photo et de la vidéo culinaire, comme vous pouvez en voir sur Facebook maintenant, des petites recettes qu'on fait pour Entremont ou pour Aoste. Et dans ces cas-là, en effet, on est en cuisine pour préparer des recettes et les prendre en photo et les filmer. Mais ça représente une petite partie de notre activité. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche très très bien. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, il y a 4 ans, Geek & Food, c'était 2 entrepreneurs et aujourd'hui, on est une équipe de 10 personnes. Donc on a bien progressé en quelques années. C'est ce qui nous a donné envie aussi de grandir et de grandir pas seulement dans notre société, mais de partager notre expérience et puis notre envie de grandir tous ensemble avec d'autres gens à travers ce coworking. 7 jours à Lyon. Tous les samedis de 9h à 10h. Nous recevons donc Fanny Huitbrock, qui est l'une des responsables du Food Factory. C'est donc ce collectif lyonnais de coworking culinaire qui aujourd'hui est en train de faire ses marques dans la capitale des Gaules. Dites-nous, Fanny, pour comprendre aujourd'hui, si l'on voudrait avoir vos services, que faut-il faire? Alors, pour les entrepreneurs donc, qui cherchent des bureaux à partager, et qui sont dans le monde de l'agroalimentaire, il suffit de nous envoyer un petit mail à contact@foodfactorylyon.fr ou de nous contacter via notre page Facebook et on répond assez rapidement pour donner les renseignements, pour faire visiter le coworking et pour commencer à discuter avec les gens qui ont envie d'intégrer notre coworking. Marie de Monterno. Quel est l'avenir de la Food Factory aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a une grande étape pour la Food Factory, c'est-à-dire que le coworking existe depuis bientôt 1 an. Et là, à la fin du mois, on ouvre un second lieu qui s'appelle l'atelier. Alors, qu'est-ce que c'est l'atelier? Ça va être un lieu qui est dédié à une de nos autres activités dont je vous parlais, qui est plus consacrée à la cuisine. Ça va être un studio de création culinaire. C'est un endroit où on va pouvoir faire de la photo et de la vidéo culinaire qui sera adaptée à ça. C'est-à-dire qu'il y a une cuisine, il y a de la lumière naturelle, il y a de l'espace, il y a du matériel.
dans lequel on va pouvoir donc exercer ce métier, et puis qui sera aussi dédié à l'événementiel, parce qu'aujourd'hui c'est pas évident à Lyon pour des marques ou pour des sociétés de communication qui ont envie de faire des petits événements autour de la cuisine, de trouver des lieux qui soient à la fois adaptés à recevoir du public et qui soient équipés d'une cuisine semi-professionnelle. Et c'est ce qu'on va pouvoir leur proposer à partir de la fin du mois. Merci beaucoup Fanny Whitbrook. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. On va lancer un titre dont la Lozère s'invite à Lyon, une exposition de produits du terroir de la Lozère. Donc, c'est fait depuis hier et jusqu'à demain dimanche, place Carnot. C'est pour faire connaître donc les produits emblématiques de la Lozère. Avec nous ce matin, nous sommes avec Madame Kogoluène Valérie, qui est l'une des responsables de cette organisation. Bonjour Valérie Kogoluène. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Après une première demi-journée, tout se passe bien. Et pourtant il pleut. Pour l'instant, non. Hier, on a eu un petit peu de pluie, mais pas au moment important. Au moment de l'inauguration, ça s'est calmé. Et là, pour l'instant, le ciel est avec nous. Nous n'avons pas eu encore une goutte. Le ciel est avec peut-être dans vous. l'après-midi. Peut-être l'après-midi. Dites-nous, pourquoi venir exposer à Lyon? En fait, le département de la Lozère, qui est un petit département, qui est le département le moins peuplé de France, a deux objectifs. L'idée, c'est de faire connaître le territoire dans les principales agglomérations qui sont à 3 heures de la Lozère, puisque nous sommes à 3 heures de Lyon, à 1h30 de Montpellier, à 2h30 de Toulouse. Et l'idée, c'est de faire la promotion auprès de ce public dans les grandes agglomérations pour leur présenter notre art de vivre, les activités de pleine nature, touristiques, les produits gastronomiques de la Lozère. Et puis, on a aussi un deuxième objectif. Il faut savoir que le département mène une politique d'accueil de nouvelles populations. Puisqu'on est un département, comme je vous le disais, qui est peu peuplé et la population stagne. Or, il est important que l'on maintienne notre population ou que l'on l'augmente pour pouvoir continuer à bénéficier de services de qualité. Donc, on a ce double objectif, promouvoir le territoire et faire connaître la Lozère pour inciter des porteurs de projets, des gens qui ont envie de changer de cadre de vie d'une agglomération peut-être importante ou avec des rythmes de vie différents et pour venir s'installer chez nous, au calme, au vert, au bon air, voilà, profiter d'un cadre de vie assez sympathique. Alors, en termes de produits, qu'y a-t-il de beau à voir chez vous? Alors, il faut savoir que le département de la Lozère a des spécificités en matière de territoire, puisque nous sommes un département de montagne. Alors, nous sommes loin des montagnes et des Alpes, mais c'est le département dont l'altitude moyenne habitée est la plus haute. Donc, c'est un département avec des contraintes, je dirais, géographiques, qui modèlent son agriculture et qui en font un territoire, une agriculture non pas intensive, mais extensive, avec des produits de qualité, des filières de qualité, des races telles que la fleur d'Aubrac, des fromages, des miels, de la châtaigne, des confitures, des gâteaux, enfin bref, beaucoup de choses qui se développent, et notamment la filière bio qui se développe beaucoup en Lozère, et qui permet d'avoir des produits de qualité. Et puis c'est aussi un art de vivre à travers des recettes un peu traditionnelles. Et là, ce soir, par exemple, nous allons proposer de la viande de fleur d'Aubrac grillé à la plancha avec de l'aligot. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'aligot. Pas vraiment. Non, alors c'est un plat typique de l'Aubrac, puisqu'il faut savoir que la Lozère, si elle n'est pas connue en tant que telle, elle a des zones géographiques telles que les Cévennes ou les Gorges du Tarn ou encore l'Aubrac, qui sont des zones naturelles qui la composent, et chacune avec ses spécificités gastronomiques, et notamment l'aligot, qui est une purée mélangée avec une tome de vaches qui pâturent tout l'été sur les sommets de l'Aubrac, et on fait une tome, et quand elle est fraîche, elle est mélangée avec la pomme de terre, et ça file. C'est une pomme de terre qui file avec du fromage. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ah, mais c'est pas bon, c'est très bon.
C'est très bon. Alors, juste que c'est ce soir, vous vendez très bien votre... Alors, ce soir, à partir de quelle heure on pourra goûter à ce plat-là? Alors, c'est à 19h30, la soirée grillade. Alors, c'est une participation payante, puisqu'il y a une entrée, il y a de la charcuterie en entrée, de la viande grillée avec de l'aligot et un gâteau à la châtaigne, qui est la châtaigne étant une autre spécialité lozérienne. Le tout accompagné de vin sud de France. Et il est possible de réserver sa place et d'acheter son ticket pour la soirée grillade, dès aujourd'hui, sur le stand Parole Gabal, avec un tarif à 15 € par personne. Et puis, il y aura également un accompagnement musical avec un groupe qui va nous faire quelques sons pour égayer un petit peu la soirée, si la pluie nous laisse tranquille. Une question de Marie de Monterno. Bonjour. Combien avez-vous d'exposants aujourd'hui? Enfin, sur l'ensemble de la journée. Bonjour Marie. Nous avons 62 exposants. 25 producteurs dans les filières agroalimentaires, ce que je vous citais, le miel, la charcuterie, les fromages, les gâteaux, les foies, les conserves, des champignons, voilà, donc 25 producteurs et 37 opérateurs touristiques. Alors que ce soit de l'hébergement, que ce soit des sites pour des activités de sport, que ce soit des sites emblématiques. Nous avons aussi les offices de tourisme qui peuvent vous renseigner sur les différentes zones géographiques et les opportunités de tourisme sur chacune. Il y a même la centrale de réservation. Si vous envisagez de passer vos vacances en Lozère, il y a une centrale de réservation qui est là aussi et qui peut vous aider avec des lots à gagner. Il faut une tombola avec des séjours d'une valeur. Le premier prix est à 700 €, un séjour en Lozère d'une semaine. Donc il y a une variété d'exposants et la place Carnot est tout juste suffisamment grande pour nous accueillir. Voilà. Et ça, c'est pour ce soir. Dites-nous, quels sont les grands moments de cette journée? Alors, nous avons commencé hier déjà par lancer l'opération. Et aujourd'hui, il y a par exemple des séances de contes. Il faut savoir qu'en Lozère, il y a une tradition de contes qui est animée par les foyers départementaux ruraux qui organisent chaque hiver des sessions de contes. Ce sont des personnes qui viennent dans des petites salles raconter une histoire sur des légendes, sur des contes qu'ils ont adaptés. Et donc, c'est des veillées qui sont organisées tous les soirs un petit peu sur tout le territoire lozérien. Et on a voulu amener tout ça ici. Donc, il y a des séances de contes qui démarrent l'une ce matin, l'une autre cet après-midi. Il y a des dégustations de viande grillée. Il y a cet après-midi, il y aura un atelier de vannerie avec du bois de châtaignier. Il y a aussi un espace Lozère Nouvelle Vie qui, comme je vous l'indiquais en introduction, participe à la politique et à la stratégie du département d'accueil de nouvelles populations et qui est là avec des offres d'emploi très clairement identifiées avec notre partenaire Pôle emploi, des offres d'emploi sur la Lozère, sur certaines filières qui sont en recherche de salariés. Et puis vous avez des animations sur tous les stands. Il y a un espace jeu de la ludosphère, ce sont des grands jeux en bois pour petits et grands, alors des jeux de logique, vous avez des jeux plus ludiques. Et puis, il y a également qui nous accompagne la fantasmatique kermesse, qui sont des jeux de kermesse ou un peu de cirque, comme on le trouvait autrefois, et qui sont là aussi pour apporter une animation tout au long de la journée. Il y a une expo photo également sur des paysages du Mont Lozère, qui est le sommet le plus élevé de la Lozère, qui donne donc le nom à notre département. Donc voilà, et puis tous les stands, je vous dis, chacun a eu à cœur de créer des animations avec des tombolas. Vous pouvez tester une table d'hydromassage, c'est-à-dire vous vous allongez sur un matelas d'eau. Oui. Et vous vous allongez sur un matelas d'eau et vous êtes massé pendant une petite 10 minutes sur cette table de massage. Vous avez un bison empaillé à venir découvrir puisque la Lozère a des réserves d'animaux tels que alors on ne les a pas ici bien entendu, des vautours, des loups et des bisons, mais il y a un bison qui a été empaillé, grandeur nature, et qui est présent ici. Les enfants pourront se faire grimer, se peindre sur le visage. Enfin voilà, il y a des tas d'animations pendant les 2 jours. Aujourd'hui jusqu'à 21h30 et demain de 10h à 18h. 7 jours à Lyon. L'info, c'est sur Radio Pluriel. Bien, nous recevons ce matin donc Valérie Kogo-Lueigne. J'ai pas écorché, non? Non, ça va. C'est la principale responsable en fait de l'organisation de cette exposition de la Lozère qui se fait ce matin place Carnot dans le 2e arrondissement pour faire découvrir donc les produits du terroir et promouvoir la Lozère. Une question de Marie de Monterno. Oui, alors bon, l'opération n'est pas encore finie, mais est-ce que l'affluence vous convient pour l'instant? Alors, je vais vous dire, hier on a eu un bon démarrage avec du monde qui est passé.
Donc c'était une première, on a démarré qu'à 16h, hein, jusqu'à 20h, donc c'était un petit échauffement entre guillemets. Donc là, on va voir ce que ça va donner sur en termes d'affluence aujourd'hui. C'est trop tôt pour le dire pour l'instant, mais je suis dans les allées, je vois qu'il y a déjà des mondes qui est présent. Et puis on a eu une campagne de communication dans Lyon en amont de la manifestation. Vous avez peut-être remarqué de l'affichage sur les panneaux publicitaires, bref, des insertions dans la presse locale. Donc on espère que, alors on nous a dit que les gens avaient remarqué cet affichage et cette campagne d'information en amont, donc on espère que ça va porter ses fruits et qu'on aura du monde qui viendra nous rendre visite aujourd'hui, place Carnot. Quel public attendez-vous Alors, on attend tout public. On attend du public familial, puisqu'il y a des choses pour les enfants, des animations et des jeux. On attend du public qui a la volonté éventuellement de venir en vacances en Lozère, des gens qui sont prêts à acheter des produits. Enfin, c'est ouvert à tout type de public, familial, jeune et moins jeune. Merci beaucoup Valérie Kogoluigne pour toutes ces informations. On espère qu'aujourd'hui, il y aura plus d'affluence. Alors, dites-nous, pour un budget moyen, combien faudrait-il prévoir? Un budget moyen, c'est-à-dire? Bon, voilà. Naturellement, tout ce qui est exposé, tout ce qui se mange ne sera pas gratuit, j'imagine. Non, alors il y a les producteurs vendent leurs produits. Alors je n'ai pas en tête tous les produits, tous les tarifs des exposants. Je peux vous dire qu'il y a, par exemple, vous pouvez venir grignoter entre midi et 2 si vous le souhaitez, puisqu'il y aura différentes propositions qui sont faites avec des crêpes, des omelettes, un burger, un croque-burger lozérien. Enfin et pour ça vous en avez pour autour de 8 € le croque-burger. L'omelette est autour de 6 €. Voilà. Donc après les tarifs sur les stands exposants, je vous avoue que je ne les connais pas forcément, puisque ce sont les commerçants qui fixent leurs tarifs. Donc voilà, mais c'est pas non plus onéreux, puisque ce sont des producteurs qui fabriquent tout eux-mêmes et qui c'est directement du producteur au consommateur, puisque nous avons des agriculteurs qui vendent leurs produits ici aussi. Donc c'est véritablement du producteur au consommateur. Très bien. Merci une fois de plus. Une excellente journée à vous et faites de bonnes affaires. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bien, c'était donc Valérie Kogoluigne qui est donc la responsable de l'organisation de cette exposition des produits du terroir de la Lozère qui se tient ce matin, depuis hier et ce matin jusqu'à demain dimanche, place Carnot dans le 2e arrondissement de Lyon. À Lyon, l'info, c'est sur Radio Pluriel. Le syndrome de fatigue chronique, qu'est-ce que c'est? Donc, hier, mardi 12 mai, c'était la journée nationale pour la reconnaissance de l'EMS et en campagne des millions de missing. Nous sommes avec M. Robert Schenk. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président donc de l'Association française du syndrome de fatigue chronique. Qu'est-ce que c'est la fatigue chronique? Alors, la fatigue, c'est un phénomène normal pour tout individu qui fait un effort. Et malheureusement, chez certaines personnes, il s'installe une fatigue permanente. Et donc, c'est souvent lié à une maladie. Et dans toutes ces maladies, il y en a une qui s'appelle l'encéphalomyélite myalgique ou syndrome de fatigue chronique, pour lesquelles on a une fatigue tout à fait inexpliquée, qui dure, un sommeil non réparateur, des troubles de mémoire, des syndromes, des malaises post-effort, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas faire un effort au-delà de leur limite normale, et donc ils sont obligés de s'arrêter, de se coucher ou de s'asseoir. Et en plus, ils ont des difficultés en stature orthostatique. Dites-nous un peu, excusez-moi de vous couper. Comment peut-on faire la différence, c'est-à-dire pour une personne qui nous écoute ce matin, comment soit-on faire la différence entre cette pathologie-là et une fatigue qu'on a comme cela? Quelle différence y a-t-il? Alors, généralement, quand vous allez chez le médecin, il fait un certain nombre d'examens et on recherche un certain nombre de marqueurs et c'est ce qui définit en principe une maladie. Et dans notre cas, on est en présence d'un syndrome, donc il n'y a pas de marqueur. Donc il faut absolument éliminer toutes les autres causes, et quand toutes les autres causes sont éliminées, eh bien, on regarde si on est en présence d'un syndrome. Alors des syndromes, il en existe une grande quantité. Ils ont tous des symptômes à peu près équivalents, et il faut à ce moment-là chercher parmi tous ces syndromes lequel a la personne. C'est très compliqué, c'est très long. C'est compliqué, très long. Ça veut dire effectivement qu'il n'est pas évident de savoir si on est en cas de, on souffre de fatigue chronique alors.
c'est ça? Tout à fait. C'est très compliqué. Les gens mettent des fois plusieurs années avant qu'on leur pose un diagnostic de syndrome de fatigue chronique, EM. Dites-nous, lorsqu'une personne est régulièrement fatiguée, comment fait-elle? Comment faut-on savoir que là, c'est un syndrome de fatigue chronique tout de suite? C'est impossible. C'est impossible. En fait, c'est en éliminant toutes les autres causes qu'on suspecte un syndrome de fatigue chronique. Donc, ça veut dire un certain nombre d'analyses, une errance médicale qui peut durer plusieurs années. Que faut-il faire? C'est difficile. On est dans le cas d'une maladie qui ressemble un peu aux maladies rares, c'est-à-dire qu'un diagnostic très difficile à établir, et donc il faut aller consulter en médecine interne. C'est normalement une maladie neurologique, mais pour l'instant c'est du domaine de la médecine interne, et donc voilà, voir si le docteur arrive à poser le diagnostic. Bien, ce matin, il y a une conférence. En termes de travaux, que faites-vous pour que les uns et les autres puissent être sensibilisés? On a fait, vous m'avez contacté parce qu'on a fait un communiqué de presse qu'on a largement diffusé. Et ensuite, on a un site dans lequel on a des informations. On va créer un deuxième site qu'on va faire d'autres soins, c'est-à-dire que les gens pourront aller regarder dessus, avoir des informations très très précises. On va faire ça en collaboration avec le corps médical. Et puis il y a aussi des groupes de Facebook ou réseaux sociaux où les gens parlent entre eux et se donnent, disons, des renseignements. Merci. Robert Chienc, on vous remercie. On vous retrouve samedi prochain, évidemment, pour poursuivre cette interview et donner davantage d'informations à nos auditeurs. Merci à vous. Allez, au revoir. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. On vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous samedi prochain à 9h.